7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Les têtes de liste aux élections européennes ont débattu mardi soir et pour ceux qui n'auraient pas suivi cet événement politique, nous vous proposons d'en décrypter les grandes lignes avec Guilain Benessa. Bonjour. Bonjour Maud, bonjour. Guilain Benessa, vous êtes docteur en droit public, avocat, philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de plusieurs livres dont Le référendum impossible et dernièrement cet ouvrage coécrit avec Guillaume Bigot, On marche sur la tête, paru ce mois-ci, le tout aux éditions L'Artilleur. On en parlera d'ailleurs je crois lundi avec vous et Guillaume Bigot. Exact. Alors, pour revenir à ce débat, Ukraine, Palestine, économie, migration, tout y est passé. Mais d'abord, il s'agit du premier débat qui a réuni les 8 têtes de liste depuis le début de la campagne. Il était temps, Guilain Benessa ? Ah oui, il était plus que temps, plus que temps. Alors en même temps, vous savez, le problème c'est, je ne vais pas commencer par un paradoxe là, mais tout de même, il était plus que temps parce qu'il faut sortir du bois. On a les européennes qui ont lieu dans quelques semaines, même pas, dans 2 semaines grosso modo, un peu plus de 2 semaines. Ça fait pour moi assez tard, mais en même temps, vous savez, le problème c'est que vu que les élections européennes, ça relève d'une espèce d'illusion de vouloir modifier l'Europe qui de toute façon, et c'est ce que on en reparlera avec vous, à mon avis, dans une autre émission, mais oui. Le problème, c'est que changer l'Europe, pour moi, est relativement mission impossible. Il n'empêche, il faut quand même sortir du bois, présenter un peu les grandes lignes et que chacun s'explique. Donc, on ne peut que vouloir plus de débats. En même temps, vous savez, le débat sur les élections au Parlement européen, ça ne changera pas la face du monde, encore moins la face des Français. Mais tout de même, il faut que les gens, il faut que ça parle. Et je vais vous dire, ayant quand même regardé ce débat, je me suis aperçu qu'au moins, sur le lexique employé, vous savez, il y a des absurdités qui sortent. On va, à mon avis, en reparler, mais on voit quand même que certains partis, je pense notamment à LFI, mais pas que, ont utilisé des mots qu'ils n'avaient pas eu l'habitude d'utiliser jusqu'à présent, comme quoi le lexique, vous savez, le lexique bien verrouillé, les choses s'ouvrent petit à petit sous l'effet des modifications, des rapports de force et tout ça. Décrypter le lexique, c'est jamais inintéressant. Oui. Alors, l'un des sujets très attendus de ce débat, c'était évidemment celui du conflit israélo-palestinien, avec des positions radicalement opposées entre Manon Aubry et Valérie Hayé, entre autres. Marion Maréchal a accusé la France insoumise de faire du clientélisme et pas seulement de l'humanisme en défendant la Palestine. Mais il fonctionne vraiment, ce clientélisme, aujourd'hui? C'est uniquement de la stratégie, d'ailleurs, pour vous, de la part de la France insoumise, de tout miser là-dessus? Non. Alors, moi, je pense pas que c'est du clientélisme. Je pense que vous savez, la question fondamentale qu'il faut se poser dans une élection, évidemment, il y a la question du vote, tout de même, rappelons-le, élire, c'est mettre un bulletin dans une urne. Et il n'empêche, la question qu'il faut se poser de plus en plus, c'est une question toute simple de stratégie électorale, de constituer un cheptel. Qui vote pour qui ? Les France, aujourd'hui, il y a, pour moi, je crois que le vivre ensemble est en train de mourir petit à petit, qu'il y a plusieurs France qui s'affrontent chaque jour. Je parle dans la rue, lors des élections, dans le monde de l'entreprise, etc. Il y a des ressorts, on va dire, de plus en plus violents. Ouais. Et dans ce cas de figure, il est clair que ces plusieurs France s'affrontent et que LFI a besoin d'un cheptel à soi, à lui, je veux dire. Et dans le cas de ce cheptel, LFI, il est clair, a vocation à constituer, à fragmenter, à cliver et en même temps à récupérer une France qui est la France qui est fondamentalement, je pense, une espèce de cheptel islamo-gauchiste au sens très large du terme. Un cheptel, et je brosse, il faudrait faire une vraie généalogie, mais qui est simple. On a d'un côté, quand on parle d'islamo-gauchisme, c'est trop pour moi, souvent, vous savez, le mot il est loin d'être faux, mais il faut savoir ce que ça recoupe. Ça recoupe en gros un gauchisme mondain, qui a toujours été un gauchisme favorable à la cause palestinienne sans vraiment savoir ce que ça signifie. Donc un truc pour les damnés de la terre, au sens de Sartre. On a des damnés quelque part, il faut être pour eux. Et en plus, ces damnés de la terre, aujourd'hui, ont une saveur plutôt agréable parce qu'elles riment avec un monde musulman ou un monde islamique qu'on connaît là aussi très peu, mais qui est captable et qui représente une sorte d'électorat de demain en termes de démographie. Donc LFI, j'ai envie de dire, fait le job. Elle est là pour fragmenter sur cette question et récupérer les gens qui considèrent créativement qu'on a là un cheptel à choper, tout simplement. Oui. Alors en attendant, Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise, se trouve à 8% des intentions de vote. Sur la question de la fiscalité, maintenant, Manon Aubry s'est montrée favorable à un ISF européen. Marion Maréchal s'est opposée à ce que la fiscalité ou le droit du travail puisse être une compétence européenne. S'en est suivi un échange admirable entre Léon Desfontaines et Jordan Bardella. D'un côté, la tête de liste du Parti communiste accuse son adversaire d'avoir trahi les travailleurs sur l'imposition des très hauts revenus. Écoutez la suite de l'échange.
Vous êtes communiste, monsieur. Ne me donnez pas des leçons d'économie, s'il vous plaît. Ok, au 77. Voilà, cette petite scène a fait le tour des réseaux sociaux, évidemment. Peut-on objectivement d'abord dire que Léon Desfontaines est communiste, Guilain Benessa? Alors, vous savez, juste sur Léon Desfontaines, j'ai beaucoup apprécié une chose, il y a eu 1 minute, chaque candidat avait 1 minute pour présenter une image Ouais. et sa perspective des élections européennes, son Europe. Léon Desfontaines, personne ne le connaissait. C'est le Benjamin, j'ai cru comprendre, de la tablée là, des débatteurs. C'est le Benjamin, et il a commencé par parler de pouvoir d'achat. Léon Desfontaines, j'ai trouvé en tout cas au début de l'émission sur un lexique très Fabien Roussellien, enfin proche de Fabien Roussel, c'est-à-dire finalement c'est le seul à avoir dit d'emblée la question qui se pose avec l'Europe est quand même une question de savoir comment ça se fait que notre facture augmente chaque jour, électricité, énergie, fiscalité, etc. au sens large. En gros, les Français payent plus cher tous les jours dans une Europe qui est censée nous apporter prospérité et bien-être. C'est une question qui n'est pas totalement illégitime. Alors sur la question du communisme, je pense que, vous savez, je pense quand même que un communisme au sens littéral du terme voudrait être une société, je veux dire, soviète ou quelque chose comme ça, une société marxiste. Je veux dire, est-ce qu'on a un marxiste dans le rang des débatteurs? On peut dire qu'il y a une tradition marxienne ou marxiste au sein du Parti communiste. Léon Desfontaines, je pense qu'il avait un mérite lors de ce débat, en tout cas pour ce que j'en ai entendu, c'est qu'il a rappelé, un peu sur un mode Fabien Roussellien, il a rappelé quand même que la question centrale, une des questions centrales, c'est quand même la dépossession de sa vie par le fait de ne plus avoir d'argent. C'est quand même quelqu'un qui, immédiatement bille en tête, a parlé pouvoir d'achat, argent, facture, vie quotidienne, qui, rappelons-le, lors des présidentielles, était l'apanage de Marine Le Pen, qui était la candidate du pouvoir d'achat. Et pour ma part, je pense que, je veux pas faire un lien trop rapide, mais tout de même, je pense que c'est pas une erreur, c'est une stratégie volontaire de la part des différents partis. Jordan Bardella ou Marion Maréchal ont eu une vision européenne, européenne, c'est-à-dire ils veulent proposer des solutions au niveau de l'Europe. Le problème, c'est que tout étant verrouillé, la fiscalité notamment, pour être précis, la fiscalité relève de l'unanimité des États membres. Ce qui veut dire que demain, et Marion Maréchal et Jordan Bardella le savent très bien, demain, ils voudraient toucher à la fiscalité, c'est presque mission impossible, puisqu'il leur faut une majorité, voire l'unanimité dans certains cas. Or, l'unanimité des États membres pour toucher à une fiscalité qui est je veux dire, la compétence des États et le fait d'avoir du pognon à récupérer. La fiscalité, c'est quand même chaque État qui veut récupérer de l'argent pour financer ses services au sens très large du terme. Jordan Bardella et Marion savent très bien que de toute façon, ils auront beaucoup, beaucoup de mal à toucher à ça. Donc, qu'est-ce qu'a fait Léon Desfontaines? Il a eu, on va dire, un discours populiste de gauche, on va dire, c'est-à-dire que, sachant qu'on ne pourra pas faire grand-chose, au moins on parle du sujet qui fâche, qui est que les gens s'appauvrissent dans une Europe qui est censée nous apporter bien-être et prospérité, tout simplement. Alors, en attendant, Léon Desfontaines est toujours crédité à environ 2% des intentions de vote. C'est pas énorme. En revanche, c'est Raphaël Glucksmann, dont on parle beaucoup, qui s'apprête à dépasser Valérie Hayé. Pourquoi cette remontada? Comment vous l'expliquez? Je pense que Raphaël Glucksmann, c'est la voix en stock, le personnage secondaire, le substitut formidable pour le camp, on va dire, progressiste et européen BA plutôt, Euro-BA, Eurofana, comme j'aime à dire. C'est-à-dire que Raphaël Glucksmann, il est profondément européen. D'ailleurs, il s'en est jamais caché. C'est sa marotte depuis tout le temps. Il est déjà élu au Parlement européen. Et en fait, vous savez, Raphaël Glucksmann a tous les mots qu'il faut pour parler le petit lexique du bobo progressiste. Tout le lexique qu'il faut. C'est-à-dire démocratie participative depuis X temps, discrimination, les libertés, le bonheur, la joie. Vous savez, tous les mots un peu creux qui font que globalement on devrait être tous heureux de vivre ensemble et d'avoir une société pacifiée. Alors que chaque jour c'est la guerre, le conflit, la difficulté, la pauvreté. Pour lui, ça n'existe pas. Ou alors plutôt, on va être BA, c'est formidable. Donc, en fait, qu'est-ce que représente Glucksmann? Il représente une planche de salut connue, sympathique, plutôt jeune, même si c'est le doyen à 44 ans des candidats. Donc, sympathique, plutôt jeune. Vous savez, faussement dégingandé, vraiment avec de l'argent alors qu'il est semblant d'être cool. Donc, un espèce de... Vous savez, on dirait un maître de conférence des universités. Donc, un type qui a la chemise bien ouverte et la cravate dénouée, voire absente, avec cette certitude d'être dans le vrai.
Et quelque part, pour les progressistes qui savent désormais que Valérie Yaye, elle va quand même droit dans le mur, parce qu'il faut le dire, Valérie Yaye, c'est certainement l'une des candidates les plus désastreuses qu'on a vues depuis longtemps. On se demande comment est-ce que la Macronie n'a rien d'autre en stock que Valérie Yaye. Je pense que Raphaël Glucksmann, c'est la voie de secours dont on sait par avance qu'il est parfaitement compatible avec le bloc, on va dire, très européen, et il constitue cette espèce de... vous savez ce que c'est le remplaçant parfait sur le banc des remplaçants, de l'attaquant qui va sortir, et on le sait, qui est Valérie Yaye, parce qu'elle était censée nous marquer un triplé en finale de Ligue des Champions, et en réalité, elle se retrouve dans le corner à guetter la balle en défense. Donc, quelque part, Glucksmann, c'est le substitut merveilleux. Très belle image. Alors, autre débat très attendu, Guilain Benessa, celui de Gabriel Attal face à Jordan Bardella. Difficile de faire des pronostics sur qui sortira vainqueur de cette joute, mais quel intérêt Jordan Bardella a-t-il à débattre avec le Premier ministre ? Je pense qu'il y a deux, trois conséquences majeures, ou plutôt il y a deux, trois centres d'intérêt majeurs dans ce type de débat. Premièrement, Gabriel Attal et Jordan Bardella, ils ont intérêt à être l'un face à l'autre parce qu'ils jouent la succession. Donc, Jordan Bardella, c'est le successeur désigné de Marine Le Pen. Gabriel Attal, c'est le poulain, le Benjamin préféré de la Macronie. Benjamin préféré de la Macronie, qui est actuellement dans les cordes avec la Nouvelle-Calédonie, largement, et dont on s'aperçoit que son bilan au ministère de l'Éducation nationale était bien transitoire et qu'en fait, rien n'a vraiment été fait par la suite. Mais peu importe. Ils ont intérêt à s'auto-légitimer pour les combats de demain. Comme ça, ils font disparaître les têtes d'affiche à côté d'eux. Donc, on a deux jeunes qui, quelque part, sont les programmés, en tout cas, c'est comme ça qu'on les présente un peu, programmés pour se retrouver au présidentiel. Donc, on s'installe dans un débat, on écarte les autres. Et en même temps, je pense que Jordan Bardella, il se légitimise tous les jours davantage en ayant ce type de débat, parce qu'il a face à lui, quand même, le bras droit d'Emmanuel Macron, l'homme de demain de la Macronie, peut-être le successeur, le dauphin d'Emmanuel Macron, en tout cas c'est comme ça qu'on le présente. Et en même temps, vous savez, je pense que de la même façon, Gabriel Attal, en acceptant ce type de débat, écarte et plutôt prend la place de celui ou de ceux qui étaient désignés il y a quelques années, du type Édouard Philippe et consorts. Donc il s'installe encore davantage dans un rapport de force de demain. Mais quand même, c'est pas une question d'être optimiste, soyons rigoureux. Il faut dire aussi que, et c'est mon idée depuis longtemps, qu'en fait, pour être clair, la Macronie, contrairement à ce je n'ai pas fait ça, mais beaucoup de gens ont vendu il y a des années, contrairement à ce qu'on pensait, la Macronie n'est pas faite pour ne pas durer. Elle est devenue en réalité cette espèce de progressisme de centre-gauche qui est l'héritier, pour moi, on va dire, de quelque chose qui s'appellerait, je vais très vite, le Juppéo-Giscardo-Strauss-Kanisme. Donc il a capté sous cet électorat, et en même temps, Jordan Bardella, il a envie de créer une sorte de RPR des temps nouveaux, qui en même temps est un RPR très politiquement correct, qui essaye de plus en plus de draguer des retraités qui en fait sont quand même du côté pour l'instant d'Emmanuel Macron. Donc on installe deux blocs qui se reconstituent en réalité sur des vieux blocs d'époque, un peu New Age et recalibré en fonction des nouveaux visages, des poupins de la politique d'aujourd'hui qui sont très jeunes, Jordan Bardella et Gabriel Attal. Cette installation des deux blocs, elle a besoin de débats de ce type pour exister toujours davantage et reléguer les autres dans, finalement, le grenier de la politique. Et en même temps, on évoque un autre possible débat, celui de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Ce serait le troisième débat, je crois, qui les opposerait. Est-ce que ce serait une erreur stratégique, pour le coup, pour le Rassemblement national, d'accepter, pour l'instant, c'est pas encore très clair, très défini, mais d'accepter un tel débat avec le président de la République? C'est difficile à dire. Marine Le Pen, Marine Le Pen est l'opposante préférée d'Emmanuel Macron. Il l'a maintenant battue plusieurs fois, 2 fois. Elle est en même temps, elle n'est pas très à l'aise avec ce type d'exercice lors de la présidentielle. Par contre, je pense que lors des européennes, un débat est plus aisé pour elle parce que elle peut taper tranquillement. C'est-à-dire, dans un débat présidentiel, vous avez quand même l'idée que tous les dossiers sont mis sur la table, qu'ils concernent la France, la diplomatie, les relations internationales, les questions économiques. Question de l'euro, sur lequel elle s'était crachée en 2000, rappelez-moi, en 2012, 2017, 2017, pardon. Ouais. 2017, pardonnez-moi.
Vu qu'on prend les mêmes, on recommence à chaque fois, on oublie un peu les dates. Donc, je pense qu'elle est plus à l'aise sur les européennes parce que là, elle peut y aller franchement. Les Français ne s'imaginent pas aujourd'hui, enfin, de moins en moins de Français s'imaginent que l'Europe, c'est Canaan ou terre promise. Les Français ont bien compris que l'Europe, c'est un machin qui nous broie tous les jours un peu plus. Donc, quelque part, elle peut y aller franco, elle peut taper fort. Donc, est-ce qu'elle a intérêt à l'accepter, à débattre avec Emmanuel Macron? Pourquoi pas? En même temps, il faut être honnête. Et je le disais à votre antenne il y a peu de temps, il y a un domaine dans lequel Emmanuel Macron a toujours été d'une cohérence rare, c'est la question européenne. Emmanuel Macron, il a enjambé la France depuis le début. On ne va pas refaire la litanie, mais pas de culture française, comme il le disait à l'époque, et l'envie de se projeter vers une espèce de France qui n'est rien sans l'Europe. Donc, je pense que là-dessus, il y a une espèce de statu quo assez clair. Marine Le Pen pourrait y aller bille en tête. Est-ce qu'elle a intérêt à le faire? Quelque part, vous savez, elle reprendrait la main. La patronne revient sur le ring face à ce qui constitue quand même le patron aujourd'hui, mine de rien, Emmanuel Macron. Elle a peut-être intérêt à récupérer cette couronne et pas trop laisser le successeur autodésigné Jordan Bardella prendre trop d'espace. Je ne sais pas. Ça, ce sont les querelles de parti. Je vous avoue que je n'y suis pas. Je ne sais pas, je pense qu'ils se trament. Guilain Benessa, le dernier sondage indique effectivement une montée en puissance de Raphaël Glucksmann qui se trouve aujourd'hui à 15%, 16,5% pour Valérie Hayé, 7,5% pour la France Insoumise, 7,5% aussi pour les Républicains, 32% pour le Rassemblement National, ça ne change pas beaucoup. Est-ce que d'ici 2 semaines, tout ça peut changer encore? Alors je ne crois pas parce que, je vous le disais, Raphaël Glucksmann, c'est le remplaçant formidable formidable. C'est le remplaçant. Calmons-nous avec les épithètes. Le remplaçant de Valérie Hayé. Regardez, c'est très intéressant le mot de votre dernier sondage. Si vous prenez grosso modo le stock des voix additionnées de Renaissance et de Raphaël Glucksmann avec la gauche européenne. On a 16,5 plus 15, quelque chose comme ça. J'ai oublié vos chiffres exacts, mais ça nous amène à un bloc global d'environ 31-32% des voix. Grosso modo, on dépasse les 30. En face, on a un RN à 32 points. Donc moi, personnellement, que le RN baisse un peu, Glucksmann monte un peu ou pas, ça ne changera rien à l'existence et à la fracture entre ces deux blocs qui sont globalement au même point. On est à peu près à 30-31 dans l'un, on est peut-être à 31-32. Vous m'excuserez pour la marge d'erreur à 2 points, mais en réalité, il y a l'installation de ces deux blocs. Est-ce que ces deux blocs bougeront? J'y crois absolument pas. Parce que de toute façon, que Raphaël Glucksmann passe devant Valérie Hayé, ça, soyons clairs, ça emmerdera la Macronie, c'est clair, parce que il y aura l'idée que Valérie Hayé s'est fait dépasser sur son européanisme par Raphaël Glucksmann, mais en même temps, vous voyez, en termes de rapport de force entre les blocs, ça changera strictement rien. Vous savez, je pense surtout que les européennes vont être ou non la débâcle finale pour des petits partis. Je pense qu'LFI, on a strictement rien à cirer du nombre de députés parce que LFI, en réalité, joue un combat qui est la présidentielle, le mélenchonisme dur, qui est cette espèce de version d'un robespierranisme islamisé du présidentialisme macronien, je veux dire, qui est là pour les présidentielles. Et je pense que la vraie question, ça va être les partis comme LR, est-ce qu'ils vont ou pas tirer les épingles du jeu? Mais sur les deux blocs, quel que soit le nom, à gauche, ça ne changera rien. On aura deux blocs figés lors des européennes. Bien, merci beaucoup, Guilain Benessa. On aura certainement le temps d'en reparler d'ici le 9 juin. Je rappelle que vous êtes auteur d'un dernier livre dont on parlera lundi avec Guillaume Bigot, que vous avez coécrit avec Guillaume Bigot. On marche sur la tête aux éditions L'Artilleur. Merci d'être intervenu ce matin et à la semaine prochaine.